Le juge peut prononcer la nullité du commandement de payer aux fins de saisie-vente pour plusieurs raisons. L'une d'elles est s'il ne respecte pas les mentions obligatoires prévues par les textes. En cas de nullité du commandement, le juge peut annuler la saisie-vente elle-même. Ainsi, même si le commandement n'est pas un acte d'exécution, sa nullité peut avoir de lourdes conséquences. Le commandement de payer aux fins de saisie-vente représente un dernier avertissement au débiteur. Il annonce l'arrivée prochaine des voies d'exécution. Son objectif est de provoquer un paiement total ou partiel, voire une offre de paiement de la part du débiteur. À défaut, il s'expose d'un côté aux inconvénients de la saisie-vente, mais également aux frais engendrés par la procédure. C'est l'article L221-1 du Code de procédure civile d'exécution qui régit le commandement de payer. Les articles R221-1, R221-3 et R221-7 du Code rappellent l'obligation de délivrance du commandement de payer avant toute saisie-vente. Et pour rappel, le commandement de payer doit laisser au débiteur un délai de 8 jours pour régler sa dette selon l'article L142-3 du Code. L'article R221-1 du Code de procédure civile d'exécution liste les mentions obligatoires à peine de nullité du commandement de payer aux fins de saisie-vente. Rappelons d'abord que le commandement de payer peut être délivré dans l'acte de signification du titre exécutoire. Si le titre a été obtenu suite à une procédure judiciaire avec représentation obligatoire, l'avocat du créancier doit notifier cette décision à celui du débiteur, par RPVA. La mention de cette notification doit apparaître dans l'acte signifié au débiteur. À défaut, le créancier s'expose à la nullité du commandement en fin de saisie-vente. Cette nullité concernera aussi l'acte de signification de la décision. Concernant la mention de la signification, le commandement de payer aux fins de saisie-vente doit mentionner le titre en vertu duquel il est délivré. Il ne s'agit que d'une mention. L'acte ne doit pas reproduire ni contenir le titre. Cependant, il doit indiquer tous les éléments permettant son identification. Cela concerne sa date et sa nature, s'il s'agit d'un acte notarié, d'une décision de justice, d'un procès-verbal de conciliation, etc. Lorsqu'un commandement aux fins de saisie-vente est délivré sur le fondement de plusieurs titres exécutoires, chaque titre doit être précisément identifié et identifiable. Le débiteur doit savoir en vertu de quel titre exécutoire il est poursuivi et identifier les créances réclamées. Donc, le défaut de toute référence du titre exécutoire est un vice. Il entraîne l'annulation du commandement et empêche l'exercice de la procédure de saisie-vente. Cette nullité est une nullité de fond, c'est-à-dire que le débiteur n'a pas à justifier d'un grief. Seul le recouvrement d'une créance liquide et exigible peut justifier la réalisation d'une saisie-vente. Par conséquent, le commandement de payer doit faire apparaître le décompte distant des sommes dues. La mention de ce décompte s'explique aussi par la nécessité de permettre au débiteur d'exercer son contrôle sur les sommes réclamées. Lorsqu'un commandement de payer est signifié en vertu de plusieurs titres exécutoires, le décompte doit détailler chaque créance, en principal et accessoire. Toutefois, en matière de saisie immobilière, le décompte n'a pas à distinguer les intérêts capitalisés. Ces intérêts changent de nature et s'ajoutent au capital qui les a produits. Concernant le principal, si le principal est constitué d'échéances, le commandement de payer doit préciser la date, le montant et le nombre d'échéances impayées. Il doit en plus comporter le mode d'imputation des acomptes. Cela concerne les échéances d'un prêt, les loyers ou fermages, ou les arrérages d'une rente ou d'une pension alimentaire. Pour les intérêts, à peine de nullité, le commandement de payer aux fins de saisie-vente doit faire référence au mode de calcul des intérêts. Il s'agit de l'assiette, du point de départ et du taux. Il doit aussi indiquer les conditions d'imputation des acomptes. S'il s'agit des intérêts légaux, l'acte doit faire ressortir le taux simple et, le cas échéant, le taux majoré. Le commandement de payer qui omet de mentionner le taux des intérêts est nul. Dans le prolongement de cette nullité, la saisie de ces intérêts serait aussi entachée de nullité. Tel est le cas également lorsque le commandement de payer ne précise ni le point de départ ni les taux successifs des intérêts. Concernant les frais réclamés dans le commandement de payer doivent être liquidés. C'est le jugement lui-même qui peut liquider ces frais. Sinon, le secrétaire de la juridiction peut émettre un titre exécutoire distinct. Cela peut concerner par exemple les frais d'avocat. Ainsi, à défaut pour l'avocat de faire vérifier ses dépenses et d'obtenir un certificat de vérification des dépenses, il ne peut poursuivre le recouvrement. Cela s'explique par le fait que la créance est bien certaine et exigible, mais elle n'est pas liquide. Cependant, le titre servant de fondement aux poursuites autorise le recouvrement direct des frais de l'exécution forcée qui sont à la charge du débiteur. Enfin, le commandement de payer doit, à peine de nullité, indiquer au débiteur qu'à défaut de paiement dans un délai de 8 jours, il s'expose à la saisie de ses biens meubles.
Concernant les mentions à peine de nullité du commandement de payer aux fins de saisie vente pour les créances modiques, il y a un principe qu'on appelle le principe de subsidiarité et qui justifie des mentions particulières. C'est le principe posé par les articles L221-2 et R221-2 du Code des procédures civiles d'exécution. La saisie-vente dans un local servant à l'habitation du débiteur n'est pas possible dans certains cas. Cela concerne le recouvrement d'une créance haute qu'alimentaire inférieure à 535 euros. Dans ce cas, le commissaire de justice peut pratiquer une saisie que si le recouvrement n'est pas possible par une voie de saisie-attribution ou saisie des rémunérations. Le commandement aux fins de saisie-vente doit alors comporter des mentions supplémentaires. En premier lieu, il doit comporter l'avertissement qu'à défaut de paiement et si aucune saisie sur compte de dépôt ou sur les rémunérations du travail n'est possible, le débiteur risque la vente forcée de ses biens meubles. En plus, il doit faire injonction de communiquer, dans un délai de 8 jours, les noms et adresses de son employeur et les références de ses comptes bancaires ou l'un de ces deux éléments seulement. Soyons clairs, le débiteur ne fournit jamais ces informations. Pour autant, ce silence ne permet pas au commissaire de justice de procéder à une saisie-vente. Il peut alors s'adresser immédiatement et sans autre formalité aux administrations et organismes bancaires. Le commandement de payer en cas de chèque impayé. Le créancier n'a pas à initier une procédure judiciaire s'il a été victime d'un chèque impayé. Le commissaire de justice peut lui-même délivrer un titre exécutoire après avoir obtenu un certificat de non-paiement de chèque. C'est l'article L131-73 du Code monétaire et financier qui régit cette procédure. Le commissaire de justice notifie par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou signifie le certificat de non-paiement. Cette notification ou signification vaut commandement de payer. Le débiteur dispose alors d'un délai de 15 jours pour régler le montant du chèque en sus des frais de procédure. À défaut, le commissaire de justice délivre un titre exécutoire. Selon les textes en vigueur, aucune mention ne doit figurer à peine de nullité du commandement de payer aux fins de saisie-vente. Mais on peut bien évidemment considérer qu'il reste soumis aux dispositions communes du commandement de payer.